Bonjour tout le monde, bienvenue au tout nouveau podcast de l'Altstadthaus avec Alex Montero et avec Grec. Le podcast de bonne humeur où on aura à chaque fois un ou une invitée. On échangera un petit peu sur son actualité, sur son parcours, ce qui l'emmerde et ce qui l'embête moins. Aujourd'hui, nous accueillons l'humoriste Jocelyn Dailly qui nous vient de Metz. Il est metteur en scène, comédien, improvisateur. Il est surtout très sympa et on va voir un peu ensemble sa carrière, sa vie, ses passions. Et l'actualité de ses spectacles. Ouais. Jocelyn Dailly, alors moi de ce que je sais, tu as plusieurs casquettes. Je connais Jocelyn l'humoriste, je connais Jocelyn le metteur en scène, je connais Jocelyn l'improvisateur. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés? J'aime bien aller courir le matin. Mais d'un point de vue professionnel, la carrière n'est pas là, quoi. D'accord, Pourtant, l'athlétisme, c'est un truc qui t'a suivi, que tu as fait pendant longtemps. Exactement. J'ai couru pendant des années. J'ai eu, tu sais, par exemple, le record de Lorraine en salle du 800 mètres et tout ça, et j'étais à fond. Et moi, je voulais même, après le bac, faire une carrière d'athlète. Dans ma tête, je me suis dit, je fais une année sabbatique, je m'entraîne à fond, et mon père, il m'a dit non. C'était ta première blague? C'était la première blague. Alors il t'a dit non et il t'a dit fais de l'artistique. Ah, pas du tout, non. Okay, non, mais par contre ils m'ont jamais empêché de faire, ils m'ont toujours dit tu fais et si ça fonctionne, bah ça fonctionne, si ça marche pas, bah tu reviendras à la maison, hein, puis c'est tout. Donc ils ont quand même été, ils étaient pas pour, je pense qu'ils avaient peur comme beaucoup de parents, mais ils m'ont pas empêché de faire. Ils m'ont dit tu fais. Si tu réussis, c'est top. Si ça va pas, par contre, faudra repartir dans autre chose. Et moi, je leur ai dit, ok, le deal, c'était ça. Et puis après, bah, ça a été. Bah, c'est cool. Il n'y a pas eu de fermeture par rapport à ça. Alors que tes parents, ils sont pas du tout issus d'un milieu artistique. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. C'est chaud, hein, quand les parents, ils sont pas. Enfin, moi, j'ai ça aussi. Ouais. Moi, j'ai mes parents, ils sont pas du tout dans l'artistique et trucs, mais ils me soutiennent à fond aussi. Donc ma mère, c'est ma plus grande fan, quoi. Ah, ça c'est. Ça c'est marrant parce que ta mère c'est ma plus grande fan aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Ah, donc mais je me dis, mais voilà. Elle me dit le petit français là, elle me disait quand je vais manger chez elle, j'adore et tout. Mais je voyais pas lequel. J'ai dit mais montre-moi sur internet et tout. Tu disais l'athlète, c'est lui. Voilà, c'est lui, c'est le coureur. Donc tu cours plus? Bah, si en ce moment je cours parce que j'ai eu des problèmes de santé et du coup la course à pied fait que ça contrebalance. Ouais, ça contrebalance avec des endorphines. Ok. Nice. Alors, tu as commencé avec quoi? Parce que donc toi, tu as fait un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a lancé dans... là, maintenant, tu es dans l'humour, mais est-ce que tu as été dans l'humour dès le départ ou pas? Dès le début. Moi, j'ai toujours voulu faire rire. Moi, j'ai découvert le théâtre au collège, comme beaucoup de gens, avec Molière. Tu sais, quand on a étudié, c'était des pièces comiques. Et moi, ça me faisait déjà rire à Molière. Alors que j'avais 14 ans et que Molière, on avait déjà... Un peu plus. Ouais, au moins 500, tu vois. Okay. Peut-être 450, ouais. Mais voilà, ouais, moi, ça m'a toujours... après, je voulais faire rire les gens. Mais j'étais pas forcément drôle dans la vie. C'est-à-dire que j'essayais pas de faire rire les gens dans la vie, mais je me disais, je les ferais rire sur scène. Mais ça a toujours été ça. T'étais pas le cliché du oui, j'ai toujours été le clown de la classe, ce truc-là. Non, c'était pas ça. Ok. Et donc, est-ce que je me trompe ou est-ce que t'as démarré avec le théâtre au collège et ensuite. C'était quoi le parcours un peu? Bah en fait, j'ai fait un bac S, mais direct après le bac, j'ai fait des études de théâtre, un doc culture et com et un diplôme universitaire d'études théâtrales. Et à partir de là, j'ai monté une compagnie de théâtre et on a monté une troupe où on créait à partir d'improvisation un spectacle. Et puis après, ça donnait un spectacle et on le jouait un petit peu partout. Et j'ai commencé comme ça, à jouer en troupe. D'accord. Donc tu écrivais? Ouais, on écrivait. J'écrivais une partie, la trame, mais après on faisait beaucoup par improvisation. Donc moi j'arrivais plutôt en disant bon bah voilà, l'histoire c'est ça, dans cette scène il faudrait qu'il se passe ça, et après je faisais confiance aux comédiens pour le mettre en place, on travaillait comme ça, ouais. D'accord. Et ouais, franchement, c'était le début, et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. C'était les premiers spectacles, les premières fois où tu fais rire les salles, où tu te dis, ouais, c'est possible de faire rire des gens. Tu vois, tu prends conscience que ça peut fonctionner. Donc c'était une super époque. Je testais tout. C'était sûrement pas drôle du tout en plus. Et il y avait quand même des gens qui rigolaient. Donc, s'il y a des gens qui rigolent, c'est que c'est drôle. C'est pour certains. C'est vrai. Pour certains, en tout cas, ça devait l'être. Tu avais quel âge? Là, 18 ans. 18 ans, ouais. ouais. Donc, tout de suite, vraiment, le premier... 18, okay. ouais. Là, j'ai monté la troupe, 18 ans, premier spectacle. On a fait 4 spectacles comme ça. Et seulement après, je suis passé en one. Et tu parles de l'improvisation. Est-ce que
Tu utilises toujours l'improvisation pour les one-man, pour le stand-up? Ouais, énormément. Moi, je considère que un des meilleurs entraînements pour le stand-up, c'est de prendre des cours d'improvisation. Parce que dans l'improvisation, tu es obligé de rebondir, tu as la répartie tout le temps, il faut que tu crées des personnages, donc ça sert énormément en entraînement, je trouve, pour créer un spectacle. Et ça sert énormément sur scène pour pouvoir rebondir tout de suite à ce que te dit le spectateur. Il y a des petites techniques que tu peux réutiliser. Hein. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est la même chose de l'impro, on va dire, pure, sur scène, entre comédiens, et de l'impro que tu fais en stand-up? Non, c'est pas la même chose. Parce que l'impro sur scène, la vraie impro, tu rebondis avec l'autre. C'est-à-dire que toi, tu construis, l'autre, il construit, il te renvoie, tu construis. Donc il y a un ping-pong qui est un petit peu plus juste. Donc c'est, pour moi, plus facile, parce qu'on est deux et on s'aide. Là, quand t'es en impro stand-up seul face au spectateur, le spectateur, il dit quelque chose, mais c'est à toi d'essayer de voir comment tu peux vraiment rebondir dessus. Parce qu'il n'est pas forcément toujours dans ce que t'attends. Des fois, il dit des choses qui n'ont aucun rapport, et des fois, il dit des choses pas intéressantes du tout. Et non, ça n'existe pas, ça, les choses pas intéressantes du tout. Non, ça n'existe pas. Des gens qui répondent complètement à côté de la question. Voilà. Mais pour nous, c'est du bonheur. C'est ce qu'on dit en tant qu'humoriste. Plus la personne, elle te répond, peu importe ce qu'elle dit, de toute façon, c'est bon pour toi. Mais c'est plus dur en stand-up, je trouve, qu'en... Est-ce qu'il n'y a pas un peu enfin, je pose la question, j'ai la réponse pour moi, mais est-ce que tu n'as pas de parfois te dire, tu sais, t'as des gens parfois dans le public qui disent quelque chose de drôle en plus. Et donc toi, en tant qu'humoriste, est-ce que tu as l'impression de devoir surenchérir ou être plus drôle peut-être que ce que la personne dans le public aura été? Je trouve que ça dépend de comment la personne a été drôle. C'est-à-dire si la personne elle est drôle dans ton sens, dans le sens de ton spectacle, et qu'elle fait une blague qui rentre très bien dans le spectacle, souvent je la mets en avant. Ouais. Je mets le spectateur en avant, je le fais applaudir, je dis c'est vraiment drôle, je te redonnerai 2 € à la fin du spectacle pour cette blague. Si je la rejoue à chaque fois, je te ferai un petit virement. Ça c'est bien parce que le gars il a fait une bonne vanne. Par contre, si la vanne elle est pour te casser toi sur scène, parce que le gars, il a envie de faire... Il fait son malin un peu. Voilà, un peu son malin, de ramener la couverture à lui. Moi aussi, je suis drôle. Là, c'est pas la même chose. Là, je considère que tu dois avoir la répartie tranquille, sans être énervé, sans être agressif. Et c'est pas forcément tout de suite. Tu peux attendre 2-3 minutes avant de le faire. Mais il faut que tu reprennes ta oui, c'est les fameux éclairs, quoi. Ouais. Oui, le vrai éclair qui vient te... Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, hein, à Bourg-les-Valence. Le spectacle se passait super depuis, franchement, 45 minutes. Et à un moment, je dis quelque chose. Et il y a un gars dans la salle, il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Et il s'est levé, il a dit, je suis pas d'accord. Et il a dit, je suis pas d'accord. Vraiment. Il a dit, je suis pas d'accord. Moi, j'ai ça, ça, ça et ça. Et je suis bien content d'avoir tout ça. Ouais. Et malheureusement, il n'avait pas attendu la fin de mon propos, puisque j'allais aller dans son sens. Ah, ce qui est pire. Donc c'est dommage pour lui, parce que du coup, j'ai pu lui dire, mais t'aurais dû attendre un petit peu. Et en fait, je l'ai pas cartonné tout de suite. Mais le problème, c'est que 30 secondes après, il a voulu refaire une blague forte qui a pas pris. D'accord. Pour les spectateurs. Et là, ça a été le moment de faire le petit côté. Je crois qu'il faut que tu me laisses faire le spectacle et tout ça. Et les gens ont applaudi. Et il s'est trouvé tout seul. Tu avais le public avec toi, c'est plus simple aussi. C'est ça. Parce que la blague lourde, le public l'a senti aussi. C'est exactement ça. Faut toujours avoir le public avec toi. Et des fois, tu as le public avec toi parce que le gars, il a dit un truc lourd. Mais si toi, tu lui réponds méchamment ou encore plus agressif, le public, il peut. Exactement. Il peut basculer tout de suite de l'autre côté. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a déjà vraiment déstabilisé sur scène? Ouais, une fois, un mec qui m'a insulté pendant que j'étais sur scène dans une soirée privée où les gens buvaient et tout ça. Et j'avoue que c'est pas facile de continuer à jouer quand il y a un gars qui t'insulte à 3 mètres de toi au bord de la scène et que tu peux absolument rien faire. Donc il m'a insulté bien fort devant tout le monde, puis il est parti, puis toi tu dois continuer de jouer ton spectacle, alors que t'as qu'une seule envie, c'est de retrouver cette personne. Pour lui expliquer gentiment avec. Voilà. Et puis boire un verre et... Voilà, voir quelles sont ses idées sur... S'il a lu Nietzsche. Et surtout que oui, tout le monde l'a entendu. Enfin, c'est toi, et puis tu sais que tout le monde l'a entendu et personne n'est intervenu. D'ailleurs, tu parles de soirées privées. C'est comment les spectacles privés? Genre pour les boîtes privées, des trucs comme ça. En stand-up, on est toujours... On se comprend bien. C'est plus dur que si tu dois jouer ton spectacle normalement avec un public qui vient te voir. Pour les gens qui comprennent peut-être pas la différence, comment tu perçois cette différence, toi? Le fait que toi, tu as un public, tu as ton spectacle, les gens ont décidé de venir te voir, et puis tu as les entreprises. Les entreprises, souvent, je pense que les gens vont reconnaître, ils ont sûrement eu ça dans leur entreprise, mais il y a un petit séminaire de fin d'année, une journée de cohésion, et à la fin de la journée, ils ont un spectacle. À la fin de la journée, ça dépend. Ça peut être à 10h du matin, à 14h, il n'y a pas de règle. Voilà. Et souvent, ce qui est compliqué, c'est que les gens, ils sont pas au courant qu'il y a un spectacle.
Et c'est pas forcément le spectacle en lui-même, souvent ça se passe bien quand tu joues, c'est plutôt les conditions. C'est-à-dire que des fois on va te faire jouer entre des plats, ou alors les gens ils ont plutôt envie de rentrer se laver, et on leur dit bah non, il y a un spectacle d'1h30 à regarder. C'est plutôt le contexte qui fait que c'est dur. Des fois, ils mangent, ils ne t'écoutent pas. Mais pas une seconde. Tu rentres sur scène, tu dis bonsoir, il n'y a même pas un retour au bonsoir. Ouais, et malgré que tu l'aies expliqué à l'organisateur, tu dis il faut les conditions, qu'elles doivent être bonnes, un stand-up, sinon ils écouteront pas. T'inquiète, je gère. Et puis t'arrives, tu fais ah merde. C'est ça. Ou un coup le chef, il me dit t'inquiète, moi je les connais bien, je vais les choper parce qu'il y avait vraiment dans la salle, c'était un peu n'importe quoi. C'était à moi dans 2 minutes quoi. Et il arrive sur scène, il leur dit ouais bonsoir, et personne ne l'écoute, aucun de ses employés ne l'écoute. Mais vraiment. Et il est vraiment s'il vous plaît. Et au bout du 10e s'il vous plaît, il s'arrête et il fait allez. L'artiste de ce soir, Jocelyn Dailly. Et voilà, c'est parti. Donc même lui, il le respectait pas. Donc imagine-toi moi. Hein. Oui, j'allais dire, c'est au niveau team building, c'est intéressant. On a déjà vécu des trucs comme ça. En entreprise, c'est perso. Après, on peut le dire. Hein, je pense que pas mal d'humoristes ou en impro ou quoi, les trucs en entreprise, c'est intéressant financièrement. Bah c'est ça, c'est que on va t'acheter ton spectacle, clé en main, au prix auquel tu le vends, normalement, c'est ça. Sans négociation. Donc c'est sûr que c'est toujours bien, quand tu essayes d'en vivre, ça permet vraiment de pouvoir payer ton loyer, payer la nourriture, et tout ce qui va avec. Il faut vivre, quoi. Ok. Et par rapport à, justement, les choses qui peuvent mal se passer avec, on parlait avec le public, des gens qui vont peut-être un peu trop loin, les pires conditions, peut-être, est-ce que tu as en tête, je sais pas, ton pire spectacle? Ah bah oui, j'en ai 2. Ouais. T'en as 2. C'est 2 spectacles d'entreprise. Hein. Je vais pas citer les entreprises, mais il y en a un, c'est pour un parc d'attractions assez connu, et j'ai joué en spectacle pour la fin de saison, pour les saisonniers qui étaient là. Ils ont une grosse fête très alcoolisée, et à 23h30 ils ont arrêté la musique, arrêté tout, et ils ont dit maintenant un humoriste, alors que tout le monde était en train de danser, tout le monde s'amusait quoi. Et puis, alors là, carnage quoi. Tu es juste venu casser l'ambiance. Je suis reparti au bout d'un quart d'heure, hein, et j'ai demandé au DJ qui remette la musique, et que j'étais en train de leur personne n'a envie de te voir, tout le monde est torché, ils étaient tous dans l'ambiance de la soirée. En plus je suis annoncé n'importe comment, vous l'avez vu à la télé, il est mais n'importe quoi. Si on m'a vu à la télé, c'est dans 66 minutes, actualité, vous connaissez sur TF1 ou un fait divers où j'ai témoigné parce que la baguette de pain a augmenté, ou enfin tu vois. Voilà. Ça c'est le 1, très dur. Et le 2, c'est devant des chirurgiens, 500 chirurgiens, un médecin, un colloque, et ils se sont même pas approchés de la scène. C'est-à-dire ils sont restés aux tables où il y avait les... Donc imagine-toi une salle de 500 places où il y a absolument personne devant la scène, et les 500 personnes sont tout au bout de la scène dans l'autre sens. Près du bar quoi. Au bar, là où il y a mangé. Ils ne se retourneront pas des 20 minutes. Dieu. Ils vont rester là-haut tous ensemble à discuter, un machin, peu importe. L'humoriste d'après, pareil. Le chanteur d'après, pareil. On va faire un 0 total. Et tu sais, si de temps en temps, t'en as 2 ou 3, ils viennent avec juste une coupe et un petit four, et ils s'approchent de la scène et ils te regardent comme ça pendant 3 minutes. Qu'est-ce que c'est ce délire? Et ils repartent, c'est tout. Wow. Donc là, c'est dur. Et dans ta tête, il se passe quoi là? Tu te dis, je dois finir. Tu te dis, j'aurai un beau chèque. Tu te dis, je pleurerai après. Qu'est-ce qui... Foutu pour foutu. Ouais, moi je me dis souvent, écoute, c'est l'apprentissage. C'est la seule façon que j'ai de me maintenir tout le temps, de me dire c'est pas grave, je me dis c'est de l'entraînement. T'as appris quelque chose, c'est super dur, faut que t'arrives à jouer alors que personne ne t'écoute. Je le prends quand même toujours comme un truc où j'ai appris. J'ai jamais été dégoûté au point de dire, je ferai plus jamais de scène ou... Parce que ça, on l'entend, hein. Des gens qui s'absentent un certain temps, au lieu de... Toi, t'aurais plutôt le truc de dire, voilà, tu tombes de cheval, on remonte et on y va. Mais perso, j'ai déjà rencontré des gens qui ont arrêté pendant des mois et des mois parce qu'une scène était trop violente. Ouais, ou plus de trucs en entreprise en disant, non, ça Ça, je suis d'accord. Je pense qu'à un moment, tu peux arrêter l'entreprise si tu peux te le permettre. C'est pas trop mal, ouais. Ou peut-être j'allais dire de clarifier les conditions, mais c'est vrai que parfois tu les clarifies et tant pis quoi. Enfin, ils font quand même comme ça devait pas être fait. De toute façon, le problème c'est la nourriture. Faut pas si les gens sont assis face à toi, déjà bloqués, c'est bon. C'est dès qu'il y a entre 2 activités de la nourriture et tout ça, là tu sais que c'est... À manger c'est terrible. À manger c'est terrible, c'est foutu. Quand t'entends les gens, et même les serveurs, la pizza, là, c'était pour qui? Enfin, c'est juste... Mais on parle des spectacles difficiles, mais à contrario, il y a des spectacles trop faciles aussi. Parce que c'est vrai que souvent on dit, quand on discute, on dit, le public il est dur ce soir. Mais je les entends jamais dire,
on discute, on en rigole, mais le public est trop facile ce soir. Parce que des fois, dans l'autre sens, c'est trop simple. Tu vois, donc c'est bien aussi que ça soit dur un petit peu en entreprise ou des fois avec des gens qui te connaissent pas pour vraiment te prouver que tu es capable de faire des choses, que tu es drôle et pas que devant des gens qui sont fans de toi ou tes amis. Tu vois, toujours c'est ça la simplicité, tu penses, le fait de jouer devant un public qui t'a déjà vu, qui te connaît, donc il y a de la confiance, donc ils vont y aller, ils vont être meilleurs, meilleur public dans le sens où quoi que tu fasses, tu vas déjà les avoir un peu plus dans la poche. Et il y a des fois, il y a des salles où le public il rigole trop facilement. On connaît tous nos spectacles. Moi, ça arrive, j'arrive dans des salles, ils rigolent à des endroits où normalement, c'est pas un endroit où on doit spécialement rigoler. Même toi, tu fais, mais pourquoi ils rigolent? Exactement. C'est genre le début de la vanne, quoi. Mais c'est pas là où c'est drôle. C'est ça, je suis pas si drôle que ça, finalement. Et dans l'autre sens, autant dans le côté, il faut pas être dégoûté de dire je vais arrêter, autant il faut pas s'enflammer. Parce que de l'autre côté, souvent, t'as les belles scènes, c'est incroyable, je cartonne, je fais des trucs de dingue et tout ça. Bah ouais, mais peut-être qu'aussi, des fois, ça arrive que ça soit un... Ouais, genre, ça t'est arrivé? Genre, ça s'arrêtera jamais, c'est juste génial. Ah oui, des fois, je trouve que le public est... Pour moi, il y a vraiment un truc qui est similaire, qui correspond à 70% du temps quand tu joues, c'est les mêmes réactions spectateurs, au même endroit, au même truc. Et après, t'as les 30% où avec les salles plus dures et les salles plus faciles. Il y a des salles où on voit bien. Dès la première blague, normalement, tu sais. S'il rigole pendant 25 secondes à la première blague, c'est que le spectacle est bien soit parti. Elle est fantastique, soit eux ils le sont. Pour revenir sur le truc de ça se passe super bien, qu'est-ce que tu conseilles aux comédiens de faire justement pour pas qu'ils s'enflamment trop vite ou pour pas qu'ils se dégoûtent directement De répéter les scènes. De jouer. Sur différentes scènes, différents lieux, différentes villes, différents changés de public. Déjà, c'est pas le même public en bar. Qu'en comédie club un peu plus structuré, qu'en café-théâtre, qu'en centre culturel, et même qu'en théâtre municipaux, et même qu'en village et mairie. Il y a vraiment, je trouve, des publics différents. Et ça, t'apprends, je trouve, au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de tout le temps, de pas se remettre en question à chaque fois que tu joues. C'est juste te dire que ça fait partie de l'apprentissage. Et pas aussi penser que tu as tout compris. Parce que je trouve qu'on est dans un domaine, le stand-up, et moi le premier, quand tu commences, ça commence à marcher, ça rigole, t'as l'impression que tu as tout compris. C'est-à-dire rapidement, tu te dis, ok, il faut faire ça. Et en fait, pas du tout. Un bon four après. Exactement. Et personne n'a la clé. Vraiment, ça c'est sûr, ça fait rire. Et donc en fait, ce que tu apprends, c'est que c'est long, l'apprentissage du stand-up, quoi. Surtout que je t'entends dire ça, et c'est vrai qu'il y a même des gens qui cartonnent au niveau, j'ai envie de dire, international, francophone, je ne veux pas citer de nom, mais des gens de France Inter et tout ça, qui disent aussi, là j'ai joué, je sais pas où, c'était dur, du début à la fin, c'était dur. Ça, mon spectacle, c'est pas mon 10 minutes n'a pas pris, parce que sur un plateau, on pourrait se dire, ok, t'as trop d'univers différents, t'as un public très mixte, donc tu risques de ne pas plaire. Par exemple, si t'es quelqu'un qui fait de l'humour noir, peut-être que, voilà. Maintenant, il y a des gens qui ont quand même une sacrée carrière, et puis, pareil, ils vont dans une ville, ils remplissent 800 personnes, et ils disent, c'était horrible. C'est juste, j'ai pas réussi, ça a pas décollé, etc. Et j'imagine que ça doit pas être évident de pas se remettre en question pour autant, même si tes 25 dates avant, elles ont bien marché. Je comprends ce que tu veux dire, mais alors dans ce cas, la remise en question, c'est pas te remettre en question dans le côté j'arrête tout, tu vois, parce que là ça a pas marché, parce que des fois c'est violent, tu sais ce que c'est la scène. Si ça rigole pas, voilà, c'est long, quoi. Ouais. C'est vraiment une sensation. Non, c'est pas dans le côté. Là, dans l'exemple que tu donnes, pour moi, ça serait plutôt un exemple de peut-être Paris et la province. Parce que tu viens de dire, c'est pas exactement. Il y a des petites différences d'humour. Elles sont pas non plus, on va pas aller dans le cliché, mais il y a quand même une différence. Moi, je joue un peu partout, le public n'attend pas la même chose. Et pour avoir fait pas mal de festivals d'humour, j'ai vu beaucoup d'humoristes qui cartonnaient vraiment très fort à Paris et qui ont eu du mal dans des gros festivals d'humour devant un public très populaire, parce que les sujets abordés ne correspondent pas au public qui est présent dans la salle. Tu peux avoir le meilleur sketch du monde sur le métro, le sketch sur le métro à Guénange, où toi tu vas jouer Alex Montero dans quelques jours, c'est pas leur quotidien. Non, c'est clair. C'est ce que Shirley Soignon disait. On avait une discussion avec elle. Elle disait qu'elle était partie de Paris justement pour ça, pour retrouver son humour, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, mais elle était partie de Paris pour ne pas avoir que l'humour parisien. Ouais, pour pas avoir que l'humour parisien, pour pas. C'est intéressant. Même ici au Luxembourg, il y a une différence entre Luxembourgville et par exemple d'autres endroits où on joue.
que ce soit ici à l'Alstadthaus, à Differdange, ou à la scène luxembourgeoise, tu le vois aussi beaucoup. Quand tu joues à Luxembourgville en luxembourgeois ou dans les petits villages à droite à gauche, l'ambiance est différente, les sujets qui touchent sont différents, les rires sont différents. Oui, c'est vrai que c'est très spécifique au pays ici, c'est très petit. Et le simple fait de changer de langue, alors que tout le monde parle français ici, puis si tu joues en anglais ou en allemand ou en luxembourgeois, le public va être différent et parfois tu peux avoir un même public mais qui va réagir différemment. Je sais pas, parce que la langue change, il y a un truc qui change, je sais pas, c'est vrai que c'est intéressant alors que c'est tout petit, tout le monde se connaît ici. C'est pour ça. Je pense qu'il faut. Après, si tu as fait 25 dates en province et que la 26e date, c'est une date de province et que ça prend moins, bon, bah, faut pas. Le public était plus dur ce soir-là aussi. Hein. Il faut se dire, des fois, c'est le hasard des. Tu sais, puis dans une salle, il suffit d'un rire d'un spectateur qui entraîne tout le monde et ça peut te changer une ambiance totale. Tu vois, ce soir, on joue, il suffit qu'il y ait un spectateur à n'importe quel endroit qui rigole fort, qui a un rire spécial, il va m'entraîner tout le rang qui est avec, puis le rang d'après, et puis la soirée, elle va décoller. C'est vrai. On va dire, ah Arnaud, tu rigoles, on va parler, tout le monde va sortir en disant, ah, c'était drôle avec Arnaud. Donc, ça peut jouer à pas grand-chose d'une... Oui, t'as un public qui aide. Tu m'as fait penser à une date au tram à Mézières-les-Messes où il y avait eu un souci de com et il y avait peu de gens. Mais il y avait au premier rang Janine, je crois, qui n'arrêtait pas de parler avec moi et qui rigolait très très fort. Et du coup, même s'il n'y avait pas énormément de monde, il y avait une ambiance assez folle. Et je me rappelle, j'avais beaucoup de fumée et de lumière et je ne voyais pas le public. Mais j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle, alors que je savais qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Mais l'ambiance était finalement vraiment géniale. Donc c'était une belle soirée. Grâce à, je dirais aussi beaucoup à Janine, parce qu'elle m'a mis en confiance parce que je sais que j'étais tendu. Ce que tu viens de dire est aussi intéressant, c'est que tu as dit, il n'y avait pas grand monde, mais j'avais l'impression qu'il y avait une ambiance et tout ça. Et ça, c'est pareil. C'est un truc auquel on est confronté. C'est que les humoristes, au début, on a peur qu'il y ait 10 personnes, 15 ou 20. Est-ce que la taille compte ? Eh ben non. Ça change rien. Moi, j'ai fait des super soirées devant 12 spectateurs où il y avait des ambiances incroyables. En fait, c'est pas ça, le truc. C'est comment ça prend entre les gens et si les gens, ils rigolent fort, si... Tu vois, et bon exemple, hier je jouais à Jarny, on fait 180 spectateurs. La première fois que j'ai joué à Jarny, c'est il y a 3 ans, pour mon premier spectacle, j'avais fait 12 spectateurs. Oui, donc le bouche à oreille a marché. Ça a une petite évolution entre-temps, donc ça c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que m'a dit la dame qui dirige la salle en sortant. Elle m'a dit, j'ai eu l'impression que dans les interactions publiques, c'était plus fou quand il y avait 12 que quand il y avait les 180. Et elle avait entièrement raison. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure hors podcast, c'est que hier, dans ma salle, j'avais pas d'interaction. Personne voulait spécialement parler. Le spectacle se passait très bien. Mais le soir où j'en avais 12, j'avais quelqu'un qui n'arrêtait pas de me parler du début à la fin du spectacle. Donc ça, tu vois. Donc c'est pas non plus d'avoir 800, d'avoir nanana. Et puis toi, tu peux sortir d'une soirée de 12 et te dire c'était génial. Et avoir kiffé. Après nous, le job c'est le même. Qu'il y en ait 12 et qu'il y en ait 180, il faut apporter le même truc, le même. Et après, ça prend pas. Et puis quand il y en a 12, tu les vois tous, quoi. 180, tu les vois pas tous. Non. Donc, ça c'est Après, moi je suis encore un peu dans ce truc-là. Quand moi le nombre de gens, le nombre de résas me fait stresser. Ah, te stresse encore. Ça me stresse encore. C'est un truc. Je confirme. Si on me dit, Greg est souvent là. Il est souvent là pour mon soutien psychologique, je veux dire émotionnel, et technique, et première partie, etc. Donc il a plein de casquettes lui aussi. Mais c'est vrai que si 3 jours avant on me dit il y a pas. Les gens, c'est surtout le jour même. Je vais stresser jusqu'au jour même parce que j'aurais peur qu'il y ait trop peu de monde. Alors que finalement, j'ai eu des très petites salles où c'est vrai que ça s'est très bien passé. Mais c'est l'habitude qui te fera changer de. Plus tu feras d'expériences en petites salles qui vont marcher, plus tu le prendras comme s'il y avait du monde. Après, on est tous pareils. Hein. Je pense qu'on préfère tous avoir une salle bien. Mais après, t'as ça en stand-up, pas en impro. Parce que quand on fait de l'impro, on a des petites salles parfois où il y a une vingtaine de personnes et ça se passe très bien. Mais je pense qu'il y a cette différence en impro. Spectacle d'impro, je suis pas seul sur scène. Je pense qu'il y a ça qui joue. Il y a un peu le 4e mur quand même si nous on le casse un peu avec nos spectacles, mais c'est vrai, je me pose moins de... Quoique, on est quand même, est-ce que ça grimpe pas, mais j'ai pas ce stress-là, non. Mais comme j'ai pas le trac non plus quand on fait de l'impro, 0, alors que je traque quand j'ai un spectacle de stand-up. Le trac, tu l'as toujours ? Je l'ai moins qu'avant. On va dire qu'à force de jouer, j'ai tendance à me dire... En fait, j'étais un grand stressé, je suis un grand angoissé à la base. Et je me suis dit, je peux pas continuer toute ma vie comme ça si je veux jouer, me rendre dingue. Au début, quand ça commençait, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, les premières dates en one man,
dès le matin, à 8h du matin, j'étais pas bien, j'étais comme tétanisé. Chez moi, je pouvais plus rien faire, je suais, je prenais des douches de 3 heures ou des bains sans bouger. C'est vraiment en mode en attendant la date. Rain Man, quoi. Ah ouais, mais un truc de dingue. Et puis je me disais, je pouvais rien faire en fait. Quoi que je fasse d'autre que de penser au spectacle, ça me stressait, tu vois. Angoissé de. Et au fur et à mesure du temps, comme je te dis, à force de jouer, je me suis dit, ça sert à rien. En fait, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas comment. Donc je préfère toujours maintenant, ça va. J'ai les 10 minutes qui précèdent, où comme tout le monde, j'ai envie d'y aller, j'ai un petit. Mais j'ai envie d'y aller maintenant. Vraiment, je me dis, allez, j'ai plus le stress de peut-être ça va mal se passer, peut-être machin, peut-être il y aura un tel ou il y aura. Non. J'essaye d'éviter tous les trucs que je contrôle pas et me dire de toute façon, moi je viens, je fais mon spectacle et c'est tout. Ouais, et... c'est lâcher prise, quoi. Tu dis, ouais. tu contrôles pas en fait ce que le public va dire, va faire ou quoi. Donc j'ai lâché. Avant, je pensais qu'à ça. Ouais. Ouais, ça c'est voilà, c'est un parcours, je pense. On sent que tu y penses encore. J'y pense encore. Après, c'est vrai que je t'ai vu aussi déjà jouer assez souvent et après, tu es très, je pense, pouvoir dire ça, méticuleux dans, par exemple, ton texte. Ton texte, je t'ai vu répéter, je t'ai vu faire des filages, etc. Tu es très, très, très pointu là-dessus quand même. Et je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui fait que tout ce que tu peux contrôler, tu le contrôles à mort, là, pour le coup. Parce que ton texte, j'ai l'impression que tu pourrais là, maintenant, tu pourrais nous le sortir sans tu prends une bouffée, une inspiration, et tu le sors comme ça. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, parce que moi, par exemple, je fais pas de filage comme ça. J'arrive pas à faire de filage comme ça. Mais il connaît très bien son texte. Hein. C'est ça le truc. Il connaît. Lui, il en peut plus. Il connaît très bien son texte. Il y a juste un endroit où il se gourre à chaque fois. Et donc, je me fous un peu je me moque un peu de lui. Je fais la même erreur. Mais tu vois, il le gère, quoi. Peut-être que moi, c'est une façon de contrôler le stress. C'est-à-dire que le fait de répéter, de mettre en place, comme tu dis, d'avoir le contrôle. En fait, voilà, t'as tout dit. Je me focalise que sur ce que je contrôle moi. Je contrôle quoi ? Je me contrôle que moi. Donc je contrôle mes déplacements sur scène, voilà. Donc pour moi c'est toujours important quand j'ai une salle. Je sais que tout le monde fait pas ça, mais moi tu sais, je coach un peu quelques humoristes et tout ça. Je mets en scène plutôt, on va dire. Je leur dis toujours quand vous allez sur une salle et que vous jouez, faites un petit filage quand même quand vous faites un 6 minutes sur la scène, parce que en fait il y a des petits repères que tu vas prendre que tu n'auras pas si tu l'as pas fait. Et des fois c'est tout con. C'est comme juste un petit bout de scotch qui est sur la scène et qui en fait, te perturbe quand tu joues parce que tu l'as pas vu au répète. T'es en train de jouer et tu vois le bout de scotch. Et dans ta tête, il y a une phrase qui fait « Tiens, il y a un bout de scotch ». Et bien, cette phrase-là, elle fait que t'es moins dedans. Donc moi, j'aime bien répéter. Je repère tout. Le câble, il est là. Le truc, il est là. Il faut pas que quand je joue, j'ai une information qui arrive en plus et qui ait rien à voir avec ce que je suis en train de un petit peu obsessionnel, hein, Jocelyn, quand même. Ouais, mais moi, c'est clair. C'est clair. Moi, on m'a dit, quand t'es sur scène, c'est toi le boss. C'est ton spectacle, que tu fasses 5 minutes, que tu fasses 10 minutes. Si toi, c'est comme tu dis, va avant sur scène, regarde si tout va bien. Et si tout va bien, ok. Et si tout va pas bien, tu le dis, et il faut que ça change, quoi. Il faut que les trucs soient mis. Et du coup, il faut passer par ce filage avant, même, comme tu dis, juste 2-3 minutes, juste monter sur scène. Juste parler une fois dans le micro, voir est-ce que ça marche. Enlever le micro du pied de micro, voir comment ça fonctionne, juste pour être à l'aise. Et moi, on m'avait dit, quand vous montez sur scène, c'est vous les boss, c'est votre spectacle, et il faut que tout soit comme vous voulez. Le bout de scotch qui dérange, si on peut l'enlever, on l'enlève. Si on peut pas l'enlever, il faut que ça ait une raison. Donc, ou au moins que tu saches qu'il est là, quoi. Oui, mais voilà. Donc je comprends. Il va plus t'emmerder après, quoi. Ouais. Et puis tu passes d'une scène qui fait 3 mètres d'ouverture, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, puis un truc de bar, c'est pas les mêmes déplacements. Donc moi, c'est important quand je refais ma mise en scène de l'adapter. Parce que dans une grande scène, il faut peut-être que je fasse 5 pas pour aller là, alors que l'autre, il va falloir que 2 pas et encore. Et donc ça change l'énergie. C'est pas la même énergie, 5 pas que 2 pas. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment besoin de ça. Et puis, ça m'aide à pas penser au spectacle, comme tu dis après, à juste le travailler. Puis après arrive l'heure du spectacle, t'as juste à enchaîner et t'es dedans, quoi, tu vois. En fait, ce que t'es en train de dire, c'est que faire rire, c'est du boulot, quoi. C'est du travail, malheureusement. Et bien plus que ce qu'on s'imagine. Ouais, mais ça, c'est dingue. Hein. Ça, les gens, ils réalisent pas. Combien de fois on n'entend pas le « Ah, tu fais de l'humour ? Allez, vas-y, fais-moi rire. » C'est un truc qui me fait chier. Et je pense que là, j'ai 2 qui pourront confirmer ça. Tous les 3 ici, on fait de l'impro. Donc de l'improvisation théâtrale. Je ne parle pas de l'impro sur scène quand on fait du stand-up. De l'impro. Et on fait donc de l'humour écrit, donc du stand-up. Combien de gens trouvent que l'impro est beaucoup plus impressionnant, difficile, j'entends ça plus souvent, j'oserais jamais faire de l'impro. Alors je dis pas qu'ils oseraient forcément faire du stand-up, mais à ce côté, j'oserais jamais faire de l'impro. Alors que, perso, l'impro est beaucoup plus facile.
une fois que tu as mis les pieds dedans et que tu apprends ce lâcher-prise-là, finalement, c'est tellement plus simple de prendre le public avec toi, surtout que tu es à 2 ou plus, que de faire du stand-up qui fait que le public déjà va être plus exigeant. Il sait que tu as écrit, il sait que tu es préparé. Et donc, il y a ce côté, comme tu dis, voilà, fais-moi rire, macaque. Et donc, il y a un côté un peu qui m'a un petit peu saoulé, j'ai envie de dire, dans le sens où pas qu'on dise bravo pour le stand-up, mais qu'on mette l'impro sur un pied beaucoup trop élevé, je pense, pour ce que c'est, à mon avis. Mais moi, je suis assez d'accord parce que je viens des deux domaines, donc j'ai un peu le retour des deux. C'est-à-dire que, en fait, l'impro à la base est plus simple, le public est plus indulgent. En fait, pour moi, c'est un peu ça la base. Ouais. Et t'as le droit à l'erreur, quoi. Voilà, t'as le droit à l'erreur en impro. Chose que t'as pas en stand-up. Non, beaucoup moins. En stand-up, ta blague, elle doit tomber. En impro, si elle tombe pas, les gens ils se disent attends, il est en train de l'inventer en direct. Et puis, il y a ce que tu viens de dire. Il y a ce côté le présent. Le rire, c'est quand même le présent. Quand t'es en impro, les gens sont connectés. Comment il va s'en sortir? Il y a un fil qui se tend, tout le monde est sur un fil, et du coup, quoi qu'il se passe, il y a une tension. Ouais. Cette tension-là, elle est beaucoup plus dure à mettre en stand-up, puisqu'on sait que tu as écrit avant. Oui, D'accord. Donc les gens, ils préparé. savent que tu fais semblant d'être en direct. Ouais. Par contre, tu l'auras remarqué dans les spectacles, ce qui marche super bien, c'est les impros publics quand t'es en stand-up. D'un seul coup, les rires sont 2 fois plus forts sur les rires d'impro public que tes rires de blague. Si t'écoutes bien, c'est la folie. Pourquoi? Parce que tu reconnectes au présent. Exactement ce qu'on disait juste avant. C'est vrai. C'est d'un seul coup, c'est plus il est dans son texte, c'est lui. Et d'un seul coup, hop, c'est comme si le temps il se figeait et on est beaucoup plus avec toi. Donc, et c'est pour ça que même le stand-up, c'est faire croire que tu inventes le texte au moment où tu le dis pour avoir ce côté le plus naturel c'est une possible. discussion. Il faut que ça ait l'air d'avoir une discussion avec le public. Le public qui pense que c'est la première fois que tu leur racontes ton texte, C'est tes ça. blagues. Ouais. Ça, j'avais déjà entendu aussi. Oui, qu'on oublie que c'est un texte, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc les gens sont plus impressionnés par l'impro. Et que ça soit même l'impro public. Moi, combien de fois en sortant les spectacles, les gens ils vont me dire l'impro public, l'interaction publique. Alors que moi, j'ai pas l'impression que ça soit le plus dur. J'ai l'impression que ça a été 1000 fois plus dur d'écrire mon spectacle. Alors qu'une vanne, tu l'as retournée, tu l'as réécrit, t'as changé un mot, t'as mis une virgule, t'as changé le rythme, t'as machin. Et après, tu trouves sur le moment un truc qui va faire rire parce que c'est un truc con. Et comme tu disais, où t'as Jean-Paul, il lâche une connerie, tu réagis dessus, et puis voilà. Et puis tout le monde fait ça c'était trop fort. Exactement. Tu viens de dire Jean-Paul lâche une connerie. Jean-Paul, il lâche une caisse. En plein spectacle, tout le monde l'entend. C'est sûr, ça va être la blague la plus drôle de ton spectacle. Ça c'est Tu vois, c'est ça qui est... Alors que si toi tu pètes exprès sur scène, ça ne paraît que personne. Jamais. Les gens, ils sont pas. C'est pas pour ça qu'on est venu, Donc, je pense que c'est la spontanéité de l'impro qui fait ça, l'inattendu. Personne disait c'est une mécanique le rire. Et quand elle est cassée, tu rigoles. Et je pense que dans l'impro, on tend plus le fil pour le. Plus la surprise peut-être. Par rapport à la rythmique. Parce qu'au stand-up, tu as une rythmique peut-être un peu plus définie qui fait que le public inconsciemment sent peut-être quand ça va venir ou pas. Je sais pas. Mais si quelqu'un veut se lancer dans l'humour, je lui conseille plutôt. Déjà, je lui conseille de commencer plutôt par l'impro. Parce qu'il va apprendre des techniques de jeu de comédien. Ce qui est super bien en impro, c'est que c'est quand même auteur, comédien, metteur en scène. Tu fais tout. Scénariste. Ça permet aux gens d'apprendre quand même à construire même un sketch, une histoire. Ça m'a énormément Et puis se sentir à l'aise sur scène aussi. Je pense que les l'impro placements apporte ça aussi beaucoup. Ouais. Puis ils vont s'éclater, tu vois ce que je veux dire. En impro, tu vas t'éclater avec les potes, tu vas machin. En stand-up, ça va être quoi? Si tu commences direct, ça va être quand même le stress, tout seul avec ton texte, tout seul dans ta tête, à la maison. C'est pas le même pour... Tu vois Ouais. Perso, moi, la transition, même si voilà, on n'a jamais arrêté l'impro, mais c'est vrai que la transition, je l'ai trouvée moins violente. Alors que le début en stand-up, je l'ai trouvé... Et encore, je fais partie de ceux qui ont eu beaucoup de chance parce que ma première scène ouverte s'est bien passée. Mais ça a été quand même violent. Le trac ressenti, l'écriture derrière, c'était très violent. Et je me dis, si ça avait été ma première expérience, franchement, je ne sais même pas si je l'aurais fait. Donc je sais pas, l'impro l'a facilité. Ouais, moi je sais que quand j'écris, souvent j'ai besoin, je t'appelle, on regarde les blagues ensemble, j'ai besoin de les partager, j'ai tout de suite besoin de les partager. Je les écris à la maison, je peux plus les partager parce qu'ils peuvent plus les entendre. Mais ça c'est un podcast qu'il faudrait faire juste pour les femmes d'humoristes. Les familles nous aiment plus. Non, mais les femmes d'humoristes, je peux te dire que ça serait, ou hommes d'humoristes, ça dans des deux sens. Ça serait le meilleur podcast du monde. Parce que c'est ça. D'avoir des choses à dire, je te le dis. C'est clair. Et là, il m'a raconté pour la 22e fois la même blague. En me disant, mais tu crois que c'est mieux si je dis mobilette ou si je dis motocyclette? C'est ça. Non, mais j'ai mis une virgule. On a tellement rien à foutre. Et c'est ça qui est drôle parfois de me dire, je peux faire rire des gens, beaucoup de gens,
et je vois ma femme qui me regarde et juste avec un petit sourire, genre ouais, c'était pas mal. Mais si on peut rentrer maintenant, ce serait cool, parce que là, ça c'est terrible. Juste, On va parler des factures là. C'est la ça. personne que tu feras le moins rire, c'est ton compagnon, ta compagne. Ah, ou, mais c'est terrible. C'est Alors, trop drôle. Tu vois, c'est la personne que j'aime le plus faire rire, que je fais peut-être le plus rire, mais pas avec mes blagues. Tu vois, c'est à la maison avec les conneries entre nous, ouais. Mais dès que c'est mon spectacle, quoi, elle me dit non, t'as beaucoup de talent. Mais ça s'arrête là. Le truc, C'est horrible. mais- Tu vois, y a pas de rire, c'est comme, t'as beaucoup de non, talent. mais je vais te présenter quelqu'un, tu vas voir, il est sympa. Il est sympa. c'est un Il peu est beau ça, gosse. Non, mais il est sympa Il est en fait. sympa, Il est très ouais. sympa. Nous, on rigole beaucoup. Enfin, beaucoup. Ça la fait plus rire, elle, que moi. En fait, elle suit des humoristes sur les réseaux. Forcément, elle est morte de rire des fois en regardant des vidéos. Elle me montre le gars. Elle me fait. Elle viens voir. Regarde, il est trop drôle, lui. Il est vraiment trop drôle. Ah, je l'adore. Et toi, t'es là, tu te dis, putain. Jamais elle fait ça sur une vidéo à toi. ça, Jamais elle t'appelle. Ah, je te regarde. Ah, t'es trop beau, je t'adore. Ah non, Tu mais vois ça, ce que- c'est comme te Après, ça tromper. serait quand même bizarre Oui, aussi. tiens, après, Ça serait quand même. mais Ah, tu j'ai sais- vu un humoriste, c'est toi. c'est un des seuls métiers où on te compare comme ça. Je veux dire, c'est spécial, tu vois, dans ce style-là. C'est comme si. Ah, écoute, je me demandais pour les acteurs porno. Si elle lui t'as dit. ce genre de comparaison, écoute, il y a un acteur que j'aime bien. Je sais pas, regarde. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, je sais pas. Écoute, tu as plusieurs, vu que tu as plusieurs casquettes, actuellement, tu fais encore de l'impro? Je coach en impro. Tu coaches en impro? Ouais, mais je fais pas de spectacle professionnel en impro puisque j'ai choisi le côté professionnel de partir vraiment sur le one man. Sur le one Ouais. man. Tu as donc le one man et tu es aussi metteur en scène. Oui. Donc tu as mis j'ai envie de dire 5 humoristes Ouais, en scène. je pense. Parce qu'il y a, je vais les citer, hein, il y a Doug, ça Ouais. doit être le premier. Doug. Puis il y avait moi, Ouais, en deux. Beniz, Ouais, Will, Chinois. c'est ça. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît? J'ai pas envie de dire le plus parce que c'est deux boulots vraiment très différents, mais Qu'est-ce qui te plaît en mise en scène? ouais, déjà. Je sais pas ce qui me plaît en mise en scène, mais je pense qu'à la base, je suis fait pour ça. C'est-à-dire que je vois bien que quand quelqu'un joue sur scène, j'ai plein d'images, plein de flashs qui me viennent quand je vois la personne jouer. Mais je contrôle pas en fait. C'est-à-dire, tu vas jouer sur scène, je vais te regarder, et je sais pas pourquoi, je vais m'imaginer plein de trucs. Et ça vient tout seul, sans que je force. C'est-à-dire, je vois la personne, je me dis, mais elle devrait plutôt dire ça. Elle me dit, mais pourquoi elle joue pas plus comme ça, son personnage? Ah, il devrait se tenir comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Et souvent, quand je le dis à la personne, c'est comme ça que ça a commencé. La personne, elle s'est dit, ah ouais, putain, c'est bien, ça m'aide. Enfin, en fait, ça a servi. Et souvent, les personnes ont utilisé au début, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai choisi, moi, si tu veux, vraiment à la base. Moi, j'ai pas choisi d'être metteur en scène. Je suis Ok. comme tout le monde, je voulais jouer. Mais en fait, c'est avéré qu'au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé beaucoup à mettre en scène d'autres personnes qui avaient besoin d'un regard extérieur et qui l'ont trouvé chez moi, en fait, tu vois. Mhm. Mais honnêtement, je le contrôle pas. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de te mettre en scène, toi, Alex Montero, que de me mettre en scène, moi. Toi, tu montes sur scène, je vois des choses. Moi, Ouais, je tu monte te sur scène, je vois suis pas. perdu. Je me vois pas, Tu en te vois fait. pas. J'arrive pas à comprendre ce que je peux faire de moi. Même en Mhm. vidéo? Même en vidéo, j'ai du mal. En fait, des fois, j'y arrive que quand. C'est trop dur. C'est un truc psy. Faut que tu arrives à te dire la personne que je regarde, c'est pas. Parce que toi, en fait, c'est impossible. Tu focalises sur tous les mouvements de ton te corps juges quand tu regardes en tellement, ouais, vidéo. ouais, c'est très Qu'est-ce juste. que je fais avec mes yeux? Mais pourquoi je regarde là? Et c'est des trucs. Je marche comme ça? Tout. Je marche vraiment comme ça? Tout. Donc, je pense que c'est trop parasité, en fait. Mhm. Et donc voilà, et donc moi j'adore, par contre, hein, la vérité c'est que maintenant j'adore mettre en scène des spectacles avec les personnes, travailler, aider quelqu'un à développer son univers et tout ça. Mais je crois que ça s'est imposé à moi plus qu'un choix, tu vois. Ok. Ouais, c'est intéressant. Parce que je me disais, est-ce que tu kiffes encore de regarder des spectacles? Est-ce que tu arrives à être bon public? Non, C'est dur. je suis pas bon public, pas du tout. Je regarde plus rien. C'est-à-dire que je regarde aucun humoriste, à part mes potes, les soirées et tout ça, Ah ouais. je regarde plus. Non. Déjà, je suis pas ultra fan. Je vais être honnête, hein, je suis pas ultra fan de ce qui se fait. Ok. Mais je dirais que 70-80% ça m'intéresse pas en fait. Ça me fait pas rire, le propos m'intéresse pas, c'est pas, enfin voilà, c'est comme chacun ses styles. Et donc du coup il y a très peu d'humoristes qui moi me transcendent. Mhm. Et du coup je regarde très peu de spectacles. Par contre j'écoute beaucoup de musique parce que je suis beaucoup plus passionné. Tu vois, si on parle de ça, Ouais. de musique, de vinyle, de rock des années 60, 70, tu vois, tout ça, c'est vraiment mon... Si je rentre chez moi et que tu me dis tu te mates un stand-up ou tu t'écoutes un vinyle des Stones, on part sur le vinyle des Stones, quoi. Direct. Ok, d'accord. Ah ouais, je préfère, tu vois. Et limite, je l'écris moi, le stand-up. Et comme ça, Ok. Voilà. Pour clôturer, alors tu as 4 spectacles. Parce que, si j'ai bien compris, alors numéro 1, tu me dis si je me trompe, Sapiens. Ouais, Numéro 2, Inconscient. ouais, Numéro 3, Le Dilemme. ouais.
mais tu as aussi bullshit. Ouais. Alors ce soir, tu vas jouer le dilemme. Ouais. En quelques mots, ça parle un petit peu de quoi? Le dilemme du tramway, je me suis posé la question, est-ce que on contrôle vraiment nos vies ou est-ce que tout est écrit d'avance? C'est-à-dire, est-ce que les choix qu'on fait, on les fait en toute conscience ou est-ce qu'on est totalement influencé inconsciemment depuis la naissance, on s'en rend compte, qui fait que toutes les décisions qu'on prend ne sont peut-être pas forcément les nôtres. Putain, T'as vu le teaser? Ouf. Alors, on pourra, j'imagine, voir sur ton site pour avoir plus de détails, mais là, je suis curieux, juste bullshit. Bullshit, c'est le nouveau spectacle, c'est ce qui va arriver après les premiers, là, le triptyque. Dans ce spectacle-là, cette fois, je me suis intéressé à tout ce qu'on essaye de nous faire croire depuis qu'on est tout petit. Et j'ai décomposé en 3 périodes, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et je travaille toutes les thématiques où on ne sait pas vraiment. Donc ça peut parler d'astrologie, ça peut parler des esprits, de la communication entre animaux, mais ça parle aussi de la petite souris, du Père Noël, de Saint-Nicolas, de Denver, le dernier dinosaure, de Peppa Pig. Waouh, tu m'as renvoyé là, waouh, la vache, Denver. Ok, ouais, Denver. Je me rappelle. Des boys bands, il y a pas mal de trucs. Et là, c'est vraiment un spectacle où j'ai été malade dernièrement, vraiment fort. Et je me suis dit, honnêtement, je pensais déjà pas que j'arriverais à en refaire un, parce que j'étais vraiment pas bien. Et j'ai réussi. Et quand je l'ai fait, et il n'est pas fini, je me suis dit, celui-là, honnêtement, la vérité par rapport à ce que j'ai avant, il faut vraiment que tu sois le plus honnête, le plus sincère, le plus... que tu prennes le plus de plaisir possible en l'écrivant, en le faisant, parce que je me disais vraiment, il n'y en aura peut-être pas après. Tu vois, vraiment. Et j'ai envie, dans ce spectacle-là, et j'ai commencé de mettre vraiment... C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment mes tripes sur la table, tout ce que je ressens, tout ce que je pense. J'ai envie que les gens, ils sortent et qu'ils aient voyagé, qu'il y ait plein de Madeleine de Proust de ton enfance, et que tu te dises, waouh, c'était... Voilà. J'ai vraiment... Mais c'est la maladie qui m'a fait changer ma façon de faire les spectacles aussi. Ok, donc ça... Bah écoute, je suis très curieux parce que déjà Tramway est différent des 2 premiers. Ouais. Pour les 2 premiers, tu as vraiment fait j'ai envie de dire, de la recherche un peu de manière scientifique pour pouvoir raconter un peu au public. Tramway, c'est basé sur tes expériences, des choses entre deux, c'est 50-50. 50-50. Les autres, c'est vraiment quasiment 90% que des recherches et 10% de stand-up storytelling où je parlais de moi. Ouais. Là, c'est 50-50. Et bullshit, c'est clairement là encore autre chose en fait. Ouais, c'est encore autre chose. Okay. Là, il n'y a pas de prise de tête, on connaît tous les sujets, j'apprends rien aux spectateurs. C'est pas parce qu'à la base, j'avais des concepts où je mélange culture et humour. Ouais. Là, c'est plutôt vraiment un spectacle pour se faire du bien. Cool. C'est vraiment un spectacle où je veux que les gens sortent en se disant « Waouh, c'est ce que je voulais voir ». Nice. Donc, je travaille là-dessus. Ok. Ah bah, on a bien hâte de voir ça. Franchement, merci beaucoup. Est-ce que les gens peuvent te suivre ou est-ce qu'on peut connaître un petit peu tes actualités? Donc j'habite à Lessy, donc vous pouvez me suivre globalement dans le village. Vous le voyez pas, mais la gestuelle du corps a changé. Voilà. Là, c'est le Pierre qui en plus, sort. Je viens de redire j'habite à Lessy. J'aurais pas dû parce que j'ai eu un problème une fois avec quelqu'un qui m'a écrit. Tu sais, on est humoriste, on est exposé. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a marqué « Continue de faire ton malin sur scène, je sais où t'habites, à Lessy. » Et il m'a mis mon adresse juste en dessous. Et c'est pas dur. Parce qu'en fait, mon entreprise, elle est là. Donc, si tu tapes mon nom dans Google, tu tombes sur... Mais tu vois, ces coups de pression, comme tu dis, en mode... Ouais, putain. Non, on parlait plutôt des réseaux sociaux. Alors, des réseaux, des trucs safe. Facebook, Instagram, Jocelyn Dailly, avec 2 S, comme le village en Bretagne. Et voilà. Juste, et ton site internet. Site internet, jocelyndailly.com. Okay. Parce qu'alexmontero.com, c'était déjà pris. C'était Je suis parti sur mon prénom et mon nom à moi. Et voilà. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? La santé. Santé, ouais. surtout. Ouais. Et le reste viendra tout seul. Ouais, je pense que si tu es en bonne santé et que tu peux faire des choses, le reste peut suivre. Mais je me suis même vraiment rendu compte que si tu étais un tout petit peu affaibli, ça devenait très, très compliqué. Donc, s'il y a la santé, tout va marcher. Super, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. C'était la première de ce petit podcast de bonne humeur fait au Altstadthaus, le centre culturel de Differdange. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Et vraiment dommage que ça ne soit pas filmé parce que vous étiez tous les deux très très beaux. Toi aussi. Merci. Toi aussi. J'ai l'impression d'avoir un miroir tous devant très moi. beaux. À très bientôt, merci. Ciao.